Une mère et son enfant sont enlevés en plein jour. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Carjacking, enlèvement ou même meurtre. Tout d'abord, les caméras de surveillance suivent leurs traces. C'était elle. Elle a utilisé sa carte de crédit. Et elle avait l'air calme. Elle est en vie, elle le sera peut-être encore dans 5 minutes. Mais très vite, la police est impuissante. Ils étaient en danger. Les pistes pour retrouver les victimes sont minces. Ils doivent agir vite pour essayer de les sauver. Une petite fille disparaît. On ne disparaît pas comme ça. Elle s'appelle Cindy, elle a 9 ans. Elle est recherchée pendant des mois. Ils étaient à 4 pattes pour chercher. Mais c'est une médium qui met les enquêteurs sur la voie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle dit qu'elle a vécu une sorte d'expérience mystique et qu'elle a eu une vision. Un indice, essentiel pour l'enquête, est trouvé grâce à des plantes. Mais sera-t-il suffisant pour démasquer le tueur? C'est difficile de concevoir qu'on puisse faire ça à une enfant de 9 ans. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de vos enquêtes impossibles. Certaines affaires sont d'une redoutable complexité, les meurtriers déployant des trésors d'imagination et de perversité pour déjouer la police. D'autres mettent en jeu les passions humaines et les excès dramatiques qu'elles entraînent parfois. D'autres encore nous précipitent dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre la criminalité au quotidien. Mais lorsque la violence s'insinue dans nos sociétés, n'avons-nous pas d'autre choix que d'exprimer notre répulsion à l'égard des prédateurs et notre compassion à l'égard des victimes? Nous sommes à Greenville, en Caroline du Nord, un samedi matin d'été. La famille Hayes fait une halte dans un magasin pour faire des courses avant de prendre la route. Pendant que Jeremy Hayes et son beau-frère vont dans le magasin, sa femme Ginger en profite pour changer la couche de son bébé. Lorsque les deux hommes ressortent, la voiture a disparu. Jeremy croit tout d'abord à une plaisanterie. Ils ont pensé que Ginger leur faisait une blague, qu'elle avait changé la voiture de place. Jeremy appelle sur le portable de Ginger, mais elle ne répond pas. Il appelle alors la police. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas ce qui aurait pu la pousser à partir comme ça. La police indique à Jeremy qu'un facteur les a appelés quelques minutes plus tôt pour signaler un enlèvement. Il a vu un homme noir pousser une femme blanche de la banquette arrière vers le siège passager. L'homme s'est ensuite installé côté conducteur. La dernière fois qu'on a vu le véhicule, il se dirigeait vers le nord sur Memorial Drive. Ils ont compris que cette famille était en danger. Ils devaient agir vite car ils savaient que les coupables n'avaient que quelques minutes d'avance. La police envoie un message à toutes les patrouilles. Ils savent qu'il s'agit d'une Ford Focus rouge que la famille avait louée. Tous les policiers du secteur se mettent alors à sa recherche. Quelques minutes après notre requête, l'hélicoptère patrouillait dans les airs à la recherche de cette Ford Focus rouge. La personne recherchée est Ginger Hayes, une jeune femme âgée de 25 ans. Son fils, Nicolas, est lui âgé de 11 mois. Je suis originaire de Greenville. J'y ai toujours vécu. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver à 10h16 du matin. J'étais très inquiet pour eux. Je suis très proche de ma sœur. Et je ne pensais qu'à une chose. Pourvu qu'ils aillent bien. Pourvu qu'ils aillent bien. La police vérifie le compte bancaire de Ginger et découvre que sa carte de crédit a été utilisée dans un supermarché moins d'1 heure après sa disparition. La police vérifie alors les images de vidéosurveillance du magasin et aperçoit Ginger avec un homme non identifié. On voyait une femme blanche et un homme noir faire la queue. L'heure correspondait à la transaction effectuée avec la carte de crédit de Madame Hayes. L'homme correspond à la description faite par le témoin et bizarrement, il fait tout pour ne pas montrer son visage à la caméra de surveillance.
Il regardait par terre, ce qui fait qu'on n'a pas d'image vraiment nette de cette personne sur la vidéo. Le seul moment où on le voit nettement, c'est quand il tourne à un angle pour s'engouffrer dans une petite allée. C'est la meilleure image du visage de cet homme qu'on a sur cette vidéo. Mais où est le bébé? En tant qu'officier de police et que père, je me suis immédiatement demandé ce qu'ils avaient fait du bébé. Ginger Hayes et son fils de 11 mois, Nicolas, ont été enlevés sur le parking d'une supérette à Greenville, en Caroline du Nord. C'était un samedi matin, en plein jour. Impossible de croire qu'un tel crime puisse avoir lieu à un tel moment de la journée. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Carjacking, enlèvement ou même meurtre. 45 minutes après l'enlèvement, une vidéo de surveillance montre Ginger et un homme non identifié à la caisse d'un supermarché. Cela vous donne un peu d'espoir, vous savez. Elle est en vie, elle le sera peut-être encore dans 5 minutes, et dans 1 heure, etc. Jusqu'à ce qu'on puisse les retrouver. Mais le bébé n'apparaît pas sur la vidéo, ce qui laisse à penser que l'auteur des faits a un complice. Je connais suffisamment ma fille, et je l'ai suffisamment vue avec Nicolas pour savoir que si sa vie avait vraiment été en danger à ce moment-là, elle se serait défendue comme une lionne. Les enquêteurs espèrent que le vol est le seul mobile du kidnappeur. Il a dû promettre de les laisser partir. Alors elle lui a donné l'argent et est ressortie espérant être libérée. Toutes les forces de police de la petite ville de Greenville, en Caroline du Nord, sont mobilisées. Mais parviendront-elles à retrouver en vie Ginger Hayes et Nicolas, son fils, âgé de 11 mois? Le temps joue en leur défaveur, car l'expérience montre que les kidnappeurs relâchent ou exécutent rapidement leurs otages, ne disposant généralement pas d'endroits où les cacher. Aux États-Unis, les enlèvements sont des crimes fédéraux, et en cas d'arrestation, leurs auteurs sont déférés devant un grand jury et encourent de lourdes peines d'emprisonnement. Dans le classement des pays les plus touchés par ce fléau, les États-Unis arrivent au 6e rang après la Colombie, l'Italie et le Liban. Dans notre affaire, au bout de quelques heures, des policiers retrouvent la voiture de location des Hayes. Elle a été abandonnée dans une banlieue située à 70 km du lieu du kidnapping. Lorsqu'on a retrouvé la voiture, il n'y avait aucune trace de Ginger et de Nicolas. Les jouets du bébé sont toujours à l'intérieur de la voiture. Elle est garée devant le domicile de Timothy Evans, un homme de 24 ans qui a déjà été arrêté pour vol avec violence. Timothy Evans correspondait approximativement à la description que nous avions du suspect. Un homme noir, trapu et de taille moyenne. La police pénètre dans la maison et arrête Timothy Evans pour l'interroger. Il prétendait qu'il n'avait rien à voir avec tout ça et qu'on lui avait juste demandé de surveiller la voiture. Timothy Evans aiguille la police vers André Edwards qui, selon lui, a laissé la voiture devant chez lui. C'est lui là, devant la porte. Police! André Edwards est ici? À l'intérieur, André Edwards n'est pas seul. Ils ont arrêté 4 autres personnes en plus de Timothy Evans. Comme ils ne savaient pas à quoi ressemblait exactement le suspect, ils ont embarqué tout le monde pour essayer de démêler un peu cette histoire. Elizabeth Pittman avait un portable et des bijoux qui par la suite seront identifiés comme appartenant à Ginger Hayes. La police demande au seul témoin oculaire, le facteur, de désigner l'auteur des faits lors d'une séance d'identification. Il désigne André Edwards, 31 ans, un accro au crack connu des services de police, ayant plus de 40 arrestations à son actif. Il l'a désigné illico. C'est lui qui a poussé la jeune femme et a pris le large. Mais André Edwards nie tout en bloc. Je lui ai dit, si tu nous dis tout de suite où sont Ginger et Nicolas, on les trouvera peut-être encore en vie. Et tu auras moins d'ennuis. Il m'a répondu, je ne sais pas de quoi vous parlez.
C'était une course contre la montre. C'est très rare de retrouver le suspect avant la victime. Les enquêteurs tentent alors d'obtenir des informations d'une autre façon. Quelle que soit l'histoire que tu as à me raconter, si ça me permet de retrouver le bébé vivant, vas-y, raconte-la. Il faut le sauver. Pas besoin de me dire que c'est toi le coupable. T'as qu'à me dire qu'un ami à toi t'a dit d'aller voir à tel endroit. Mais il refusait de parler. Peu après l'arrestation d'André Edwards, la police reçoit l'appel d'un certain C.D. Thompson, qui promenait son chien à 80 km du lieu de l'enlèvement. J'ai senti ma gorge se serrer et je me suis demandé, est-ce que les deux victimes sont décédées? D'abord, j'ai cru que c'était une poupée. J'étais juste à côté d'une décharge sauvage. Mais il y avait plein de mouches et à la réaction de mon chien, j'ai compris que c'était pas une poupée, mais un être humain. La police retrouve le corps de Ginger Hayes. Elle a reçu plusieurs coups à la tête. Son fils Nicolas est allongé face contre terre, à 10 mètres d'elle. J'étais en état de choc. Je me voyais devoir faire face à la mort d'un enfant. Et c'est ce que j'ai toujours redouté. Mais lorsque le sergent Sanders s'approche de plus près, le bébé commence à bouger. Il a soulevé sa tête et il a commencé à bouger les bras. J'étais soulagé. Le bébé ne porte qu'une couche. Sa peau a été brûlée par le soleil, mais il est en vie. Il est évacué par hélicoptère vers le service régional des Grands Brûlés. Les médecins du service des Grands Brûlés de Chapel Hill ont estimé que le bébé n'aurait pas passé la nuit, étant donné la gravité et l'étendue des brûlures dues au soleil. Pour moi, c'est un miracle qu'il soit en vie aujourd'hui. Et il ne le serait probablement pas si M. Thompson n'était pas sorti promener son chien cet après-midi-là. Je ne sais pas quelles sont les intentions de Dieu vis-à-vis de Nicolas, mais je ne crois pas que ce soit juste de la chance. Nicolas est vivant, mais sa mère Ginger Hayes a été sauvagement assassinée. L'état dans lequel se trouve le petit Nicolas est alarmant. Mais les médecins qui l'ont placé en service de réanimation ne désespèrent pas de le sauver. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les brûlures sont responsables chaque année de plus de 300 000 décès dans le monde. Les brûlures au 3e degré, par exemple, détruisent le derme et l'épiderme. La peau prend alors une coloration blanche ou brune. Devenue sèche et insensible, elle est sujette aux infections. Dans ce cas, seules des greffes cutanées peuvent encore inverser le pronostic vital engagé. Apprendre que mon neveu était toujours en vie a été un véritable soulagement. Il n'avait que 11 mois et il a survécu. C'est incroyable. Mais Ginger, elle, était morte. C'était très difficile à gérer comme situation. Il s'agit du plus terrible des crimes. 2 victimes choisies au hasard. Elle changeait la couche de son bébé. Un geste simple qu'accomplissent toutes les mamans. Et parce qu'elle prenait soin de son enfant, elle est finalement devenue une victime. Un suspect, André Edwards, est emprisonné après avoir été désigné lors d'une séance d'identification par le seul témoin oculaire, un facteur. Je lui ai dit que Nicolas et Ginger étaient morts tous les deux pour voir sa réaction. Il n'a montré aucune émotion. Je comprends, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais une question reste sans réponse. Comment le facteur a-t-il pu reconnaître l'agresseur alors que tout s'est passé si vite ? Il raconte alors aux enquêteurs une histoire incroyable. En fait, il avait déjà aperçu cet homme plus tôt dans la journée, avant l'enlèvement. Il se promenait à pied dans les environs et semblait suivre le facteur pendant qu'il délivrait le courrier. Le facteur explique que chaque fois qu'il pensait l'avoir semé, l'homme finissait par le rattraper. Le facteur faisait sa tournée. Il s'est arrêté plusieurs fois et il voyait toujours la même personne.
C'était étrange. Il y a de quoi vous mettre la puce à l'oreille, et c'est ce qui s'est passé. À l'origine, le facteur a eu peur d'être éventuellement la cible, parce qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait, l'homme était toujours près de son véhicule. Il était toujours près de lui quand il faisait un arrêt pour déposer du courrier. Le facteur a donc vu le visage de cet homme avant l'épisode du parking, mais la police a besoin de preuves médico-légales. Les enquêteurs examinent donc l'intérieur et l'extérieur de la voiture volée à la recherche de traces de sang, mais en vain. Ils décident alors de rechercher des empreintes à l'intérieur de la voiture. L'avantage quand on inspecte une voiture de location, c'est que ces véhicules sont généralement nettoyés avant d'être loués à un nouveau client. Ils parviennent à isoler 17 empreintes digitales et 19 empreintes palmaires partielles, autres que celles de Jeremy ou Ginger Ace. Les experts du FBI les comparent ensuite avec celles d'André Edwards. Ces empreintes digitales et palmaires ont été retrouvées à plusieurs endroits du véhicule. André Edwards prétendait ne rien savoir de toute cette histoire, mais ils ont très vite pu prouver qu'il était entré dans cette voiture. Ce qui signifie qu'Edwards ment. Mais cela ne prouve pas que c'est un meurtrier. L'autopsie révèle que Ginger a été assassinée environ 2 heures après son enlèvement. Elle est morte suite à un coup porté avec un objet contondant. Elle a également été agressée sexuellement. Pendant l'autopsie, le médecin légiste a observé une sorte de creux dans son crâne. Et elle a dit à la police de chercher un objet de forme courbe dans les alentours. Les environs de la scène de crime sont jonchés de vieilles roues. Toutes sont recouvertes de broussailles, sauf une qui se trouve à 5 mètres du corps de Ginger. Quand ils l'ont examiné, ils ont cru voir du sang. Ils ont aussi cru apercevoir des cheveux sur la jante de la roue. La jante était rouillée, ce qui explique peut-être le nombre important de cheveux retrouvés lors de l'examen. Si elle avait été plus lisse, les cheveux n'auraient peut-être pas tenu dessus. On retrouve plus de 50 cheveux, mais sans aucune racine permettant une analyse ADN. Elle était blessée à la tête, ce qui supposait que les cheveux avaient été cassés pendant l'agression. Les cheveux sont teints en châtain. Les caractéristiques de la teinture et des cheveux en eux-mêmes correspondent à celles des cheveux prélevés sur Ginger Ace. Les cheveux récupérés sur la jante avaient les mêmes caractéristiques microscopiques que ceux de la victime. Lors de son interrogatoire, la police remarque des taches sombres sur les chaussures et les vêtements d'Edwards. Ces taches sont des traces de sang. Le profil ADN de ce sang est comparé avec celui qu'on a retrouvé sur le pneu de la scène de crime, et les résultats ne laissent aucun doute. Le fait qu'on ait retrouvé le sang de la victime sur les vêtements du suspect laisse penser qu'il y a forcément eu une interaction entre ces deux individus. L'obsession des enquêteurs est de parvenir à réunir suffisamment de preuves matérielles pour que le représentant du ministère public puisse prouver devant un jury la culpabilité d'un prévenu. Rappelons qu'à l'inverse de notre jurisprudence, dans le droit américain, le procureur plaide à charge. Et dans l'affaire qui nous préoccupe, les policiers n'auraient pu rêver accumuler autant de pièces à conviction prouvant la responsabilité d'André Edwards dans l'enlèvement. Ses empreintes digitales et palmaires ont été recueillies dans la voiture de la victime. Le sang et la signature ADN de Ginger Ace ont été retrouvés sur ses chaussures et ses vêtements. Enfin, l'arme du crime, une jante ensanglantée, a été abandonnée à une dizaine de mètres du corps sans vie. Pour boucler leur dossier et le transmettre au procureur, les experts analysent le sperme prélevé sur la victime. Il est positif. L'ADN correspond bien à celui du kidnappeur. Est-ce qu'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre? Il y avait très peu de chances que ce soit le cas.
La probabilité que quelqu'un ait le même ADN est infime. Elle est de l'ordre de 1 sur 1000 trilliards, soit de très nombreuses fois la population mondiale. André Edwards est inculpé de meurtre, tentative de meurtre, viol et vol de voiture. Mais son avocat plaide l'irresponsabilité en raison de sa toxicomanie. Le jury va-t-il le croire? Une semaine avant sa mort, Ginger Hayes et son fils Nicolas avaient passé une semaine avec ses parents pendant que Jeremy, son mari, participait à une sortie avec des scouts. Une semaine que sa famille n'oubliera jamais. C'est tout simplement indescriptible. La joie que l'on ressent quand on regarde son enfant et son petit-fils. Vous savez, c'est comme de voir une fleur éclore. Vous les voyez grandir et c'est un vrai bonheur. Cela vous procure une grande joie. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Une semaine plus tard, alors que Ginger Hayes change la couche de son fils sur le parking d'une supérette, elle tombe nez à nez avec un accro au crack, prêt à tout pour se procurer de l'argent. On a beaucoup parlé de crime gratuit. Ce qu'il a fait, il l'a fait sans aucune raison. Il a détruit une famille comme ça, pour rien, sans aucun motif réel. C'est ça qui est le plus rageant. André Edwards conduisait la voiture de sa petite amie quand il est tombé en panne d'essence. Il a alors traversé à pied le quartier résidentiel où le facteur l'a tout d'abord aperçu. Il s'est ensuite arrêté au même supermarché que Jeremy et Ginger Hayes. Sur le parking, Edwards remarque la voiture en marche, portière ouverte, et décide de la voler. Il ne s'est probablement pas aperçu tout de suite de la présence du bébé sur le siège arrière. Edwards se rend ensuite dans un magasin à 70 km de là et oblige Ginger à retirer 100 $ avec sa carte de crédit. Les enquêteurs pensent qu'Edwards avait peut-être un complice qui surveillait le bébé à ce moment-là. Il est ensuite allé dans un endroit isolé où il a violé Ginger avant de l'achever avec un pneu. Les enquêteurs ont retrouvé des éclaboussures de sang sur ses chaussures, son bermuda et sur le pneu. Il a abandonné le bébé en plein champ, espérant apparemment qu'il mourrait brûlé par le soleil. Enfin, André Edwards a garé la voiture devant le domicile d'un de ses amis, sans réaliser qu'il laissait des dizaines d'empreintes digitales derrière lui. Rien qu'en se basant sur les preuves médico-légales, on pouvait savoir ce qui s'était passé. Les avocats d'André Edwards prétendent que leur client était sous l'emprise de la drogue et qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Pendant tout le procès, la défense a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, que ce n'était pas intentionnel. Mais tout le monde savait ce qui s'était passé. Une femme était morte et une famille était détruite à jamais. Il savait la différence entre le bien et le mal, puisque pendant l'interrogatoire, il n'a jamais avoué le crime. Il savait qu'il ne devait rien avouer. En février 2004, André Edwards est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont vol, assassinat et enlèvement. Il purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elizabeth Pittman, qui se trouvait en possession du téléphone et des bijoux de Ginger Hayes, a affirmé que c'est André Edwards qui les lui avait donnés et n'a pas été poursuivi. Nicolas Hayes a gardé des cicatrices de ses brûlures, mais il est aujourd'hui un écolier en bonne santé. D'après son père, il ne garde que de vagues souvenirs de ce qui s'est passé. Il me disait que les monstres allaient venir le chercher. Je lui ai demandé pourquoi il disait ça. Il m'a répondu « Maman me tient dans ses bras, mais les monstres la tapent. » Si toutes les polices des États-Unis faisaient preuve du même professionnalisme que celle de Greenville, les choses iraient bien mieux. Le sang sur ses chaussures et ses vêtements correspondait à 100% à celui de Ginger. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. On a toujours su à qui appartenait ce sang. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre.
Un des enquêteurs a très bien résumé ça pendant le procès. Il a dit « Il n'y a pas assez de monde sur Terre pour que ce soit quelqu'un d'autre. » Les tests ne pouvaient pas mentir. Ils savaient qu'André Edwards était le coupable. Cette affaire est la navrante illustration des ravages que provoque aux États-Unis l'addiction aux drogues dures et son incidence, bien sûr, sur le taux de la criminalité. Intoxiqué au crack et vraisemblablement en état de banque, André Edwards n'a pas hésité à kidnapper une femme et son enfant pour se procurer une centaine de dollars. Et il n'a pas davantage tergiversé avant de violer et d'assassiner Ginger Ice. Le crack est un stupéfiant dérivé de la cocaïne. Fumé, il provoque une puissante et brève stimulation mentale, une sensation de rêve éveillé, suivie d'un état d'épuisement dépressif. Sa consommation régulière et excessive entraîne des hallucinations, un état d'agitation, une irritabilité qui peuvent se traduire par une psychose paranoïaque et un comportement violent. Sachant que leur client était toxicodépendant, les avocats d'André Edwards ont plaidé son irresponsabilité. Le jury n'a pas retenu cet argument qui aurait ouvert une boîte de Pandore et aurait pu faire jurisprudence. Et le juge a condamné le kidnappeur meurtrier à une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour résoudre les affaires complexes, les policiers doivent souvent conjuguer les compétences de plusieurs experts spécialisés. L'enquête qui nous intéresse maintenant est de ce point de vue exemplaire, car elle réunit un polygraphiste, un entomologiste, une botaniste et un biologiste. À ces techniciens chevronnés s'ajoutent criminologues et policiers de terrain. Et comme vous allez le constater dans un instant, la somme de ces talents laisse généralement peu de chance aux criminels d'échapper à la justice. En ce 4 juillet, à Lakewood, dans l'État de Washington, on célèbre la fête nationale américaine. Comme d'habitude, les gens pique-niquent et assistent aux parades. Pour Rhonda Ebison, c'est l'occasion de passer du temps avec ses 3 filles, Brittany, Ashley et Cindy. Cindy a passé sa journée à jouer dehors et dans la maison pendant que je faisais le ménage. On avait prévu d'aller au bord de l'eau dans la soirée pour voir le feu d'artifice. Mais la petite Cindy, 9 ans, ne rentre pas à l'heure du dîner. J'ai cherché dans tout le quartier et interrogé les voisins, mais personne ne l'avait vue. Au coucher du soleil, des centaines de personnes se rassemblent pour le feu d'artifice. La mère de Cindy décide d'appeler la police. Les adjoints du shérif quadrillent le quartier, en vain. Le lendemain, elle n'était toujours pas revenue. On n'avait toujours aucune nouvelle d'elle. Ça devenait très inquiétant. Plus de 100 volontaires participent aux recherches. Dans la région, il y a beaucoup de zones broussailleuses avec des ronces pleines d'épines. Les volontaires fouillaient dans ces broussailles et en ressortaient tout griffés, avec les mains en sang. Je suis surprise qu'autant de gens se soient rassemblés pour m'aider et prier pour Cindy. Au bout de 48 heures, les enquêteurs s'intéressent de plus près aux parents de Cindy, qui sont divorcés. Le père a un alibi solide. Mais il trouve que la mère de Cindy s'est montrée plutôt vague lorsqu'elle a signalé sa disparition. Elle ne semblait pas bouleversée par la disparition de sa fille. Elle n'avait pas l'air très inquiète. La police interroge Rhonda pendant plusieurs heures. Ils l'ont amenée au poste vers 21 h et ils l'ont gardée jusqu'à 6 h du matin. C'était horrible. Un vrai cauchemar. Je pensais finir en prison. Rhonda nie toute implication, mais le détecteur de mensonges semble dire le contraire.
Pendant le test, on lui a demandé si elle savait où pouvait être Cindy. Elle a répondu que non, et c'est là que le polygraphe a détecté quelque chose. Je n'avais ni dormi ni mangé. J'étais exténuée. Les prières des habitants du quartier restent sans réponse. Même la récompense de 5 000 $ ne donne aucun résultat. Vous avez vu cette fillette? Elle s'appelle Cindy, elle a 9 ans. 2 semaines passent. Puis, un jour, la police reçoit un appel d'une femme qui fréquente la même église que Rhonda. Elle affirme avoir rêvé de l'affaire. Elle dit qu'elle a vécu une sorte d'expérience mystique et qu'elle a eu une vision. Elle prétend avoir vu une petite fille allongée dans un champ, mais elle ne sait pas si elle était endormie ou morte. La femme dessine même un plan avec l'emplacement du corps. L'endroit se situe à 800 mètres de la maison de Cindy, dans une zone déjà fouillée par des volontaires. Ils étaient à 4 pattes pour chercher, mais la première fois, ils ne l'ont pas trouvée. Mais cette fois, ils retrouvent le corps de Cindy Alinger. Son cadavre est dissimulé sous un chauffe-eau, enroulé dans une sorte de tapis. Ce ne sera plus jamais pareil. Les enfants marchent par 2 dans la rue. Et à mon avis, ils vont continuer à le faire, parce qu'ils savent que ça peut arriver à n'importe qui. La police se retrouve confrontée à une affaire plutôt trouble, entre le détecteur de mensonges qui contredit les déclarations de la mère et une médium qui a mystérieusement deviné l'emplacement du corps. C'est très bizarre qu'ils aient retrouvé le corps de cette façon. La mort de la petite Cindy Alinger soulève une vive émotion dans toute la communauté qui est littéralement sous le choc. Son autopsie révèle qu'elle a été violée et frappée. C'est choquant et effrayant que quelqu'un ait pu faire ça. Le corps de Cindy a été découvert à côté d'une maison abandonnée au milieu d'un champ. Il était enveloppé dans 4 couches de moquette épaisses. Ce quartier était connu pour être le fief des gangs. Il devait y avoir environ 64 délinquants sexuels répertoriés dans cette zone. Le quartier grouillait de pervers sexuels. Avant d'interroger tous ces suspects potentiels, la police doit d'abord savoir à quand remonte la mort de Cindy. Et pour cela, les insectes peuvent être utiles. Après la mort, les insectes colonisent le corps et l'utilisent comme source de nourriture. Mais dans cette affaire, le docteur Goff doit établir si la moquette qui recouvrait Cindy a ralenti ce phénomène. Il a donc placé un cadavre d'animal dans un champ qu'il avait d'abord enveloppé de la même manière dans plusieurs couches de moquette. Il a ensuite surveillé l'activité des insectes. En remontant dans le temps, on arrive à déterminer quand les œufs ont été pondus. Ça nous donne une estimation du temps minimum écoulé depuis la mort. L'entomologie médico-légale a vu le jour en France à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux de Jean-Pierre Meignin, un vétérinaire aux armées passionné d'insectes. À travers plusieurs ouvrages au titre évocateur comme « Les insectes buveurs de sang » ou « La faune des tombeaux », Meignin a été le premier à observer que les insectes nécrophages se succédaient sur les chairs d'un cadavre dans un ordre invariable. Il est ainsi parvenu à répertorier 8 escouades de colonisation qui correspondent chacune à un type particulier de décomposition. L'environnement, les conditions climatiques et la température ambiante jouent un rôle déterminant. Ainsi, par exemple, par temps chaud et humide, les larves des mouches bleues peuvent désincarner un cadavre en 2 semaines, alors que 2 ans seront nécessaires aux vagues d'insectes successives pour parvenir au même résultat dans une atmosphère froide et sèche. Dans notre affaire, l'expert entomologiste enveloppe une carcasse de porcelet dans un bout de moquette et la place non loin de l'endroit
où l'on a retrouvé le corps de la fillette. Cela afin de déterminer l'incidence qu'a eue la moquette sur son temps de décomposition. Le test montre que la moquette a protégé la dépouille des insectes pendant 24 heures. Ce qui prouve que Cindy a été assassinée le jour de sa disparition ou peu de temps après. Les enquêteurs interrogent les 64 délinquants sexuels répertoriés dans la région pour savoir ce qu'ils faisaient le 4 juillet. Ils ont tous un alibi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de délinquants sexuels dans le quartier. C'est terrifiant. C'est Ashley, la sœur de Cindy, âgée de 7 ans, qui va permettre de faire avancer l'enquête. Je me souviens qu'on jouait ensemble et qu'à un moment, elle a dit qu'elle allait chez Raz. Elle aimait bien aller là-bas. Raz est un type qui habitait un peu plus bas dans notre rue, un adulte. Raz, de son vrai nom Guy Rasmussen, est un musicien de 30 ans. J'y étais allée quelques fois avec elle. Elle s'amusait avec son chien. Il avait une batterie dans sa remise. Et des fois, ils en jouaient ensemble. Guy Rasmussen détenait un peu dans le quartier. Avec ses t-shirts multicolores, il ressemblait à un hippie. Il avait un côté décalé. Au départ, la mère de Cindy pensait que Raz avait le même âge que ses enfants. Quand elle apprend que c'est un adulte, elle interdit à sa fille de le revoir. Je pensais que c'était un petit garçon. Quand j'ai su que c'était un homme, je lui ai dit « Je t'interdis d'y retourner ». Je ne le connais pas. Et on ne joue pas comme ça avec les adultes. Lorsque la police interroge Rasmussen, il déclare que Cindy n'est pas venue chez lui le 4 juillet et il prétend avoir un alibi. Guy Rasmussen nous a dit qu'un ami était venu le chercher vers 16h15 ce jour-là et qu'ils étaient partis ensemble à un festival rock dans le comté de Thurston. Un appel a bien été passé d'une cabine vers 16h15 et la mère de Cindy déclare avoir vu sa fille pour la dernière fois à 16h30. Si elle l'a vue à 16h30, Rasmussen a un alibi en béton. Mais comme pour Rhonda Allinger, le détecteur de mensonges contredit la version de Rasmussen. J'avais jamais connu une affaire aussi frustrante. Dans la poubelle de Rasmussen, la police retrouve un dessin déchiré que Cindy avait fait de son chien quelques semaines plus tôt. C'est étrange qu'il ait déchiré ce dessin. Et il l'a fait après avoir appris sa disparition. Mais est-ce vraiment significatif? La mère de Cindy Allinger, Rhonda, et son voisin Guy Rasmussen ont tous les deux été contredits par le détecteur de mensonges. La police s'intéresse désormais à un autre suspect, le compagnon de Rhonda, Chris Doyle. C'était un homme violent, il avait déjà frappé Rhonda. On ne savait pas s'il s'en était aussi pris aux enfants, mais on savait qu'il était agressif. Pendant son interrogatoire, Doyle admet avoir déjà fait tomber Cindy du Porsche lors d'une dispute, mais il nie toute implication dans son meurtre. Pendant son interrogatoire, il dit des choses qu'il ne voulait pas que je sache. Il a dit avoir fait du mal à Cindy et je ne le savais pas. J'avais toujours pensé que c'était un accident. On a aussi soumis le petit ami de la mère au détecteur de mensonges et il disait la vérité. Les enquêteurs questionnent également la médium qui les a menés jusqu'au corps. Elle n'a jamais officiellement accepté de nous accorder une interview, mais on lui a parlé au téléphone. Mais cette femme a un alibi solide et les enquêteurs la rayent de la liste des suspects. Puisque la femme médium a été écartée de la liste des suspects, l'attention des policiers se focalise maintenant sur 3 personnes. Rhonda Ebison, la mère de la fillette. Elle a échoué au test du détecteur de mensonges. Mais le fait que Cindy ait été violée semble l'innocenter. A contrario, Chris Doyle, son compagnon, est un homme au comportement violent. Par contre, l'épreuve du polygraphe lui a été favorable. Guy Rasmussen, enfin, le musicien que connaissait Cindy, il possède un alibi puisqu'il a passé un coup de téléphone
à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui, à l'heure supposée du meurtre. Mais il a menti. Le polygraphe le prouve. Et il a déchiré le dessin que lui avait donné la petite fille. Cette attitude intrigue les enquêteurs. Ils décident de fouiller son passé et découvrent qu'il a séjourné 6 ans en prison pour avoir violé une adolescente et agressé une fillette de 10 ans. Et la liste de ses crimes ne s'arrête pas là. Il a également été suspecté dans 2 affaires de meurtre, mais n'a jamais été inculpé, faute de preuves. Le détecteur de mensonges lui avait pourtant donné tort dans ces 2 affaires. Dans l'affaire de Cindy Hallinger, il affirme qu'il n'était pas là au moment du meurtre. Il a appelé son ami d'une cabine vers 16h15 pour qu'il passe le chercher. Le relevé d'appel confirme ces déclarations. Et la mère de Cindy assure avoir vu sa fille pour la dernière fois à 16h30. Mais en réécoutant l'appel d'urgence de Rhonda, les enquêteurs s'aperçoivent que quelque chose ne colle pas. On a déterminé que Rhonda n'avait pas une vision claire et précise de ce qui s'était passé ce jour-là. La mère de Cindy reconnaît qu'elle s'est embrouillée. Cette information ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. Rasmussen a très bien pu commettre le crime entre 15h et 16h15. Les enquêteurs creusent cette piste et fouillent la maison de Rasmussen. Ils confisquent les vêtements qu'il portait, selon son ami, le 4 juillet, lorsqu'ils sont allés au concert. Tout le linge sale de Guy Rasmussen était dans la baignoire. Il l'avait entassé dedans. Des petites brindilles sur ses chaussures et ses chaussettes intéressent particulièrement la police. Des échantillons sont donc envoyés à une spécialiste en botanique médico-légale, la Ray Denise Johnston. Sa première tâche consiste à identifier les différentes plantes retrouvées sur les vêtements de Rasmussen et à les comparer à celles présentes sur la scène de crime. Les échantillons contenaient surtout de toutes petites graines. Je les ai tout d'abord examinés à la loupe, puis au microscope. Il y avait quelques espèces de graminées, comme l'Holcus lanatus, aussi appelée houlque laineuse. Plus d'une douzaine d'espèces de plantes sont retrouvées sur les vêtements de Rasmussen. En plus d'être les mêmes espèces que celles de la scène de crime, elles sont exactement au même stade de développement. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. S'il dit qu'il n'était pas là, mais que les plantes prouvent le contraire, ça veut dire qu'il ment. Les traces de terre et les fragments végétaux peuvent relier un suspect ou un véhicule à une scène de crime ou indiquer si un cadavre a été déplacé. Et dans notre affaire, les éléments botaniques, feuilles et graines accrochés aux semelles ou aux vêtements de Rasmussen ont trahi ces déplacements. Je me souviens, il y a quelques années aux États-Unis, un expert botaniste avait réussi à confondre un meurtrier en prélevant sur la calandre de sa voiture de minuscules fragments de feuilles d'une espèce d'arbre qui ne se trouvait précisément que sur la scène du crime, à 300 km de son domicile. Fort de cet argument et en faisant preuve de beaucoup de persuasion, les policiers avaient fini par obtenir ses aveux. Mais Rasmussen continue de clamer son innocence lors d'une interview à la radio. Il déclare aux auditeurs qu'il n'a rencontré Cindy qu'une seule fois. Rasmussen a sa version des faits, mais les scientifiques ont trouvé sur son t-shirt de quoi le contredire. Le suspect numéro 1 dans le meurtre de Cindy Hallinger a un passé de délinquant sexuel.
Et sa crédibilité est remise en question lorsque la police découvre qu'il a menti au sujet de sa relation avec Cindy. Guy Rasmussen a affirmé qu'il n'avait rencontré Cindy qu'une seule fois. Mais on a découvert par la suite qu'il l'avait vue plusieurs fois. La sœur cadette, Ashley, nous a appris que Guy Rasmussen leur avait donné une peluche, un lapin avec une carotte. Les seuls éléments de preuve dont disposent les enquêteurs sont des débris végétaux retrouvés sur ses vêtements. Du moins, jusqu'à ce qu'une tache sur son short n'attire leur attention. Quand on a saisi ses affaires, on n'a pas tout de suite réalisé ce qu'on avait entre les mains. Ses vêtements étaient sales et en plus, les t-shirts étaient multicolores, donc c'était plutôt difficile de voir ce qu'il y avait dessus. Une première analyse confirme qu'il s'agit bien d'une tache de sang humain. Et le test ADN n'identifie pas un, mais deux profils génétiques. On a déterminé que la tache sur son short était en fait un mélange du sang de Cindy Hallinger et du sperme de Guy Rasmussen. Il y avait deux substances. On avait la preuve irréfutable qu'il avait commis ce crime. Vous n'imaginez même pas à quel point ce type me dégoûte. Rasmussen est arrêté en plein concert dans une petite salle du quartier. Il ne figurait pas sur la liste des délinquants sexuels de la région, car sa dernière condamnation était antérieure à la constitution du fichier. Le prévenu est accusé d'enlèvement, viol sur mineur et meurtre. Guy Rasmussen est un monstre. C'est difficile de concevoir qu'on puisse faire ça à une enfant de 9 ans. L'homme qui entre dans le tribunal n'a plus rien à voir avec le musicien aux cheveux longs arrêté quelques jours plus tôt. Mais l'accusation dresse un portrait moins flatteur aux jurés. Le procureur leur raconte que le 4 juillet, Cindy est allée chez Rasmussen comme elle le faisait régulièrement. Salut Cindy. On va bientôt acheter une maison. Tu veux que je te la montre? Rasmussen parvient à attirer la petite fille dans une maison abandonnée à quelques rues de chez lui, probablement en lui faisant croire qu'il voulait l'acheter pour la restaurer. Une fois là-bas, il la viole et la tue. Puis il l'enroule dans de la moquette trouvée sur place. Il laisse ensuite le corps dans un champ. C'est là que les fibres végétales s'accrochent à ses chaussures et à ses chaussettes. Il marche alors jusqu'à une cabine téléphonique pour appeler un ami et s'inventer un alibi. Si les insectes présents sur le corps permettent d'estimer l'heure du décès et les herbes retrouvées sur ses affaires prouvent qu'il est bien allé dans le champ, le sang de la victime sur ses vêtements ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. On avait besoin de la science pour nous guider. Ce sont la botaniste, les analyses entomologiques et surtout l'ADN qui nous ont menés dans la bonne direction. Au cours du procès, les avocats de Rasmussen prétendent que le rapport d'entomologie médico-légale est erroné et que leur client est innocent puisque son alibi prouve qu'il n'était pas présent au moment des faits. Mais cet argument ne convainc pas le jury. Le jury déclare l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Rasmussen est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je voudrais qu'il soit exécuté. Il ne mérite pas de vivre. Il a tué ma fille, elle n'avait que 9 ans. Elle n'a pas eu de vie. Il était important de montrer aux jurés que la police avait procédé à une enquête méticuleuse, que les enquêteurs ne s'étaient pas précipités et qu'ils avaient travaillé sérieusement et posément. On a l'impression de tout perdre. C'est comme si on vous arrachait les entrailles, comme si on vous arrachait le cœur.
Si je pouvais lui parler, je lui dirais que je l'aime très fort et que c'était une petite fille formidable. Oui, je le déteste parce qu'il l'a tuée et ce n'est pas juste. Pour moi, il a encore la belle vie, il peut voir sa famille quand il veut, il est logé, nourri. Cindy, elle, n'a pas cette chance. Beaucoup pensent que Rasmussen aurait commis d'autres crimes si on ne l'avait pas arrêté. Mais l'entomologie et la botanique médico-légale ainsi que les analyses ADN ont permis de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Sans les sciences médico-légales, ce serait plus difficile de démasquer les assassins. C'est incroyable ce que la science est capable de faire avec un simple brin d'herbe. On avait de fortes présomptions, mais ça ne suffit pas devant un tribunal. Il faut des preuves irréfutables pour faire condamner quelqu'un. On doit rester objectif et neutre. Il ne faut pas vouloir attraper les méchants à tout prix. Il faut rester impartial en toutes circonstances. La seule chose que la science n'a pas réussi à expliquer, c'est comment la médium a fait pour savoir où était le corps. Les enquêteurs ne le trouvaient pas, et sans cette femme, ils auraient peut-être cherché encore longtemps. Les preuves médico-légales ont permis de confondre le meurtrier de la petite fille. Mais, sans l'indication fournie par la femme médium, les policiers n'auraient peut-être pas retrouvé son corps, du moins dans un état qui leur permette d'en tirer des indices. Alors si on écarte l'hypothèse improbable que la médium ait assisté à la scène de crime, comment expliquer qu'elle soit parvenue à localiser par la seule force de sa pensée l'endroit exact où gisait le cadavre? Aucune réponse pertinente ne peut résoudre cette énigme. Mais force est de constater que plusieurs affaires ont été résolues grâce à l'intervention de médiums. Tenez, ainsi en Allemagne, en 2003, Suzanne Herb, une lycéenne de 16 ans, est portée disparue. Comme l'enquête policière piétine, sa mère contacte un médium. Et ce dernier prétend pouvoir entrer en communication avec l'esprit de la disparue. Au terme d'une séance médiumnique, il affirme que Suzanne a été violée et tuée par un homme d'origine croate, âgé d'une vingtaine d'années, et que son corps a été caché dans un garage de Mannheim. Alors les policiers incrédules se rendent sur les lieux et constatent que toutes les informations fournies par le médium sont exactes. Mario Glavic, un Croate de 24 ans, ouvrier carrossier, a effectivement assassiné la jeune fille quand elle rentrait chez elle. Eh bien, c'est sur cette étrange anecdote que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles.